Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, une chronique que je réalise malgré les jours de vacances que je me suis accordé. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, nous allons parler du Grand Nord du Cameroun. Le Grand Nord du Cameroun a toujours joué un rôle charnière au cours des échéances électorales parce que cette partie du pays, cette partie du Cameroun est considérée comme certains turiféraires du régime de monsieur Paul Biya, comme étant le vivier électoral, comme son vivier électoral par excellence, où il a toujours eu, où le régime de Biya a toujours eu à glaner des voix, un nombre de voix assez considérable lors des élections, que ce soit législatives, municipales, présidentielles, sénatoriales, etc., etc. En perspective de 2025, ça, c'est l'information que je vous donne. Les nordistes, c'est-à-dire que les ressortissants du Grand Nord, sont en train de se mobiliser afin de barrer la voie à une énième victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle qui auront lieu l'année prochaine. Du moins lors de ces élections-là. C'est-à-dire que c'est la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Vous avez vu vous-même cette semaine sur les réseaux sociaux, il y a un tract qui a circulé. Et selon ce tract que vous pouvez d'ailleurs voir sur votre petit écran, il n'est plus question que Paul Biya soit reconduit à la tête de l'État du Cameroun à l'issue de la présidentielle qui aura lieu l'année prochaine. Alors, d'où la question qui me taraude l'esprit et qui sans doute taraude vos esprits. Si le clan Biya perd le Grand Nord à un moment où il est marqué par des divisions, des luttes de clans en son sein, puisque de plus en plus, et c'est de notoriété publique, on parle d'un conflit, d'une guerre de positionnement entre le clan des Boulous et le clan des Nanga, c'est-à-dire que le clan des ressortissants de la Haute-Sanaga, au sein du clan Biya, au sein du clan Essingan, comme j'ai très souvent l'habitude d'appeler ce lobby pouvoiriste et cambétique qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État depuis le 6 novembre 1982. Alors, si le Grand Nord décide donc de tourner le dos au clan Biya, que lui restera-t-il? Il sera réduit complètement à sa portion congrue. Il n'y a rien à faire. Avant que d'en arriver à toutes ces grandes manœuvres qui se préparent en perspective de 2025, j'aimerais remonter l'histoire politique du Grand Nord au Cameroun. Vous savez, lorsque Paul Biya arrive au pouvoir le 6 novembre 1982, il hérite ce pouvoir suprême d'un nordiste qui s'appelait Amadou Ahidjo. C'est-à-dire le tout premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'il démissionne le 4 novembre 1982 après avoir été président de la République pendant, je crois, 24 ans. Quand Paul Biya prend donc le pouvoir le 6 novembre 1982, se crée autour de lui le fameux lobby Essingan. C'est-à-dire qu'autour de lui, parce que si vous lisez l'ouvrage de Frédéric Finkam, dont le neveu de Jean Fauchivé qui était le patron des services secrets du Cameroun, au temps d'Ahidjo et sous Biya, c'est-à-dire que lors des toutes premières années de l'ère Biya, si vous lisez cet ouvrage-là, dans l'interview qu'il accorde à Frédéric Finkam, c'est-à-dire avant sa mort en 97,
Jean Fauchivet décrit le système Biya, c'est-à-dire que la structure du système. Et cette structure est faite de telle sorte que Paul Biya est en dessous de ce lobby pouvoiriste et kambeti, de cet Essingang-là. Et ce lobby pouvoiriste est désigné par Fauchivet comme étant le clan. Donc, c'est dans ce clan-là qui, en fait, contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État, qui téléguide même Paul Biya en quelque sorte. Et ce clan se donne pour objectif de déconstruire le système Ahidjo sur le plan administratif et sur le plan sécuritaire. C'est l'objectif que se donne le club des Essinga. C'est-à-dire que quand Paul Biya arrive au pouvoir, au départ, il y a eu le coup d'État manqué du 6 avril 1984, le vrai faux coup d'État, parce que c'était une histoire montée de toutes pièces. Et Fauchivet le décrit d'ailleurs dans le livre, que c'était une histoire qui avait été savamment montée pour neutraliser tout ce qui, au sein de l'appareil sécuritaire et même de l'État, était resté fidèle à Amadou Ahidjo. Donc l'objectif derrière ce vrai faux coup d'État-là, c'était de liquider politiquement et même physiquement les ahidjoïstes au sein de l'appareil de l'État et asseoir un nouveau régime, c'est-à-dire que le régime de Paul Biya. Donc voilà pourquoi après le coup d'État manqué du 6 avril 1984, il y a de nombreux soldats, des militaires, des policiers, des gendarmes, etc., des éléments de la garde républicaine de l'époque qui ont subi, qui ont été traduits devant le tribunal militaire au cours des procès, pour des procès expéditifs à l'issue desquels ils ont été condamnés à mort et ont été fusillés sur la place publique et leurs corps ont été jetés dans des fosses communes à Anfou et puis en Balmayo. Et ça, les nordistes ne l'ont jamais oublié. Les nordistes ne l'ont jamais oublié. Et en plus de cela, Paul Biya a divisé la grande, parce qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'avant, je crois, c'était le 22 août 1983, que Paul Biya, voyant que le Nord est en train de vouloir se révolter contre lui, puisque quand Paul Biya arrive au pouvoir, vraiment, il n'avait pas encore de pouvoir en tant que tel, puisque c'est Ahidjo qui continue à contrôler l'essentiel de l'appareil de l'État, surtout qu'il était demeuré le président du parti unique de l'époque, l'UNC. Alors, je crois le 22 août 1983, après avoir découvert un complot contre la sûreté de l'État, Paul Biya décide de diviser le Nord en 3 provinces, extrême Nord, Nord et puis Adamawa. Et l'objectif derrière la création de ces deux nouvelles provinces, à savoir l'Adamawa et puis l'extrême Nord, c'était de rallier ce qu'on appelle dans le Grand Nord les Kirdi. Donc les Kirdi, ce sont les non-musulmans dans le Grand Nord. Donc c'était de rallier les Kirdi à la cause du nouveau régime, le régime de Paul Biya. Donc voilà donc pourquoi Paul Biya crée ces deux nouvelles provinces-là. C'était pour casser la dynamique unitaire qui existait dans le Grand Nord autour d'Amadou Ahidjo. Et les Kirdi ont accueilli cette décision avec soulagement. Pourquoi? Parce qu'ils se considéraient comme étant les esclaves des Peuls dans le Grand Nord. Donc vraiment pour eux, la création de ces deux provinces-là était, on va dire, une manne tombée du ciel pour eux. Donc les Kirdi avaient considéré Paul Biya à l'époque comme leur sauveur. Mais jusque-là, ce n'était pas assez. Je vous ai parlé de ce que les nordistes ont subi, les persécutions après ce vrai faux coup d'État du 6 avril 1984. Bon, il y a eu certains fidèles, parmi les fidèles et même les barons les plus inamovibles qui ont servi sur Ahidjo, qui ont été écartés, y compris Fauchivet lui-même, qui a été démis de ses fonctions parce que les membres du clan Essingan avaient fait des mains et des pieds pour que Fauchivet perde la tête du Sénat, comme ça s'appelait à l'époque, dont l'ancêtre de la DGRE actuelle.
Pourquoi? Parce que Fauchil avait mené ses investigations, ses enquêtes. Il avait fait un rapport sur ce qui s'est passé le 6 avril, c'est-à-dire que l'histoire du coup d'État là. Donc, il avait fait le rapport et il était sur le point de transmettre ce rapport à Biya. Maintenant, les membres du clan, comme il l'appelait lui-même, donc Essingan, s'est mobilisé, a fait des mains et des pieds pour l'écarter. Et il a perdu ce poste-là le 4 août 1984, soit quelques mois après le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Alors, face donc à tout ce qui s'est passé par la suite, Ahidjo qui a été obligé de s'exiler, il est même mort. Et le problème d'Ahidjo, le fait pour Ahidjo d'être encore enterré au Sénégal, c'est-à-dire que les populations du Grand Nord continuent à en avoir gros sur le cœur. Hein. C'est-à-dire que par rapport aux circonstances même dans lesquelles Amadou Ahidjo est mort, son corps n'est jamais rentré au Cameroun afin qu'il puisse bénéficier des obsèques officielles. Donc les nordistes continuent d'exprimer leur frustration par rapport à cet état de fait. Et je vais vous raconter un peu dans quelles circonstances Amadou Ahidjo est mort. Amadou Ahidjo n'est pas mort parce que il était très malade, il avait une maladie très très grave, non. Ahidjo est mort du stress. Ahidjo est mort de chagrin. Le chagrin là était dû au fait qu'il apprenait tout le temps à travers RFI, la Voice of America, que l'économie du Cameroun est en train de s'effondrer. Le gars était vert de colère. Il disait que mais c'est pas possible. Avec tout l'argent que j'ai laissé et dans des banques aux États-Unis et tout. Avec tout l'argent que j'ai laissé, les milliers de milliards, l'argent du pétrole camerounais. Comment le Cameroun peut être en train d'aller quémander de l'argent au FMI, à la Banque mondiale et tout? Le gars était devenu pratiquement fou. Il était devenu fou. Et c'est ce chagrin-là, donc ce stress, et surtout que c'est quelqu'un qui était un musulman à part, puisqu'il prenait de l'alcool, il fumait la cigarette, des trucs comme ça. Il a donc commencé à déprimer au point où vraiment il en est mort. Et le jour où Ahidjo meurt, nous sommes le 30 novembre 1989. Il faut que les Camerounais sachent que si votre pays est au creux de la vague là, en ce moment, si votre pays sombre dans la misère, l'obscurantisme, le sous-développement, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est la malédiction là, le fait d'avoir abandonné le corps de votre ancien président. Et je m'adresse à ceux qui sont au pouvoir là, qui dirigent le Cameroun là, depuis le palais présidentiel de Toudi. Si rien ne marche dans ce pays, si le Cameroun a les maudits tel qu'il est là, c'est par rapport au problème d'Ahidjo là. Vous avez abandonné son corps. C'est-à-dire que Paul Biya a eu de la rancune vis-à-vis, y compris du cadavre d'Amadou Ahidjo. Parce que quand même si tu as eu des problèmes avec Ahidjo, vous avez eu des problèmes après ton arrivée au pouvoir, vous vous êtes brouillé sur une ou deux choses. Mais quand il meurt, mais tu oublies ce que tu as eu avec la personne. Et puis tu lui rends les hommages qui lui sont dus. Tu t'arranges à ce que son corps revienne au Cameroun. Tu organises des obsèques officielles. Et puis Ahidjo repose sur la terre de ses ancêtres et dans la dignité absolue. Or, qu'est-ce qui s'est passé le jour où Ahidjo meurt? Le jour où Ahidjo meurt, le 30 novembre 1989, aucun officiel camerounais n'était à l'enterrement au cimetière de Yoff à Dakar. C'est le président Abdou Diouf. Écoutez bien, c'est le président Abdou Diouf. À l'époque, il était président du Sénégal. C'est lui qui a organisé les obsèques d'Ahidjo. C'est-à-dire que le jour de l'enterrement, il y avait les membres de la famille, il y avait quelques hauts responsables de la présidence du Sénégal. Aucun fonctionnaire de l'ambassade du Cameroun au Sénégal n'était là. Aucun. Quand Abdou Diouf a appelé l'ambassadeur du Cameroun de l'époque, il s'appelait Jérôme Mendouga, paix à son âme. Donc Jérôme Mendouga, c'est celui qui est mort là,
en 2014, là, dans le cadre, dont il était en prison dans le cadre de l'affaire de l'Albatros, l'avion présidentiel. Bon, même comme il y était injustement. Bon, moi, je n'ai jamais été d'accord avec la procédure judiciaire à son encontre. Donc, il y était de façon illégale et de façon injuste. Ça, il faut que je le dise. Mais il faut rappeler à ceux qui nous écoutent le rôle qu'il a eu à jouer dans l'affaire lors des obsèques d'Amadou Ahidjo. Alors, Jérôme Mendoga reçoit l'appel du président du Sénégal, Abdou Diouf à l'époque. Mais Abdou Diouf demande à Mendoga que voilà votre président est mort, on est en train d'organiser les obsèques. Qu'est-ce que Yaoundé a prévu? Vous connaissez la réponse que Mendoga avait donnée au président du Sénégal. On n'a pas le temps de s'occuper des fantômes. Voilà la réponse que l'ambassadeur du Sénégal de l'époque, du Cameroun au Sénégal, avait donnée au président Abdou Diouf. Qu'on n'a pas le temps de s'occuper des fantômes. Et le drapeau du Cameroun à l'ambassade du Cameroun au Sénégal n'était même pas en berne. Le jour où on enterra Ahidjo au cimetière de Yoff à Dakar, aucun officier de l'ambassade n'était là. Aucun, même pas un seul. Le drapeau n'était pas en berne comme il se devait. Et au Cameroun, l'annonce, c'est-à-dire que la nouvelle du décès d'Amadou Ahidjo a été annoncée à Radio Cameroun à travers un communiqué de 2 ou 3 lignes. Et puis, allez, on est passé à une autre actualité. À Radio Cameroun, le jour, là, le 30 novembre 89, Radio Cameroun, c'est-à-dire que pendant les différents journaux parlaient là, c'est-à-dire que les journalistes de CATV Radio, ils ont seulement annoncé que oh, Amadou Ahidjo est mort dessus. Allez, autre actualité. C'est-à-dire que c'est cette attitude, c'est ça. Le fait d'avoir abandonné le corps de votre ancien président, le tout premier président du Cameroun. Vous, les membres du club et Singangla, le palais présidentiel de Touzila, c'est Ahidjo qui a construit ça. C'est Ahidjo qui a construit ce palais. Avec l'argent du pétrole camerounais, il n'a jamais pris 5 francs venant de l'extérieur pour construire ce palais-là. Je suis sûr que si c'était Biya qui devait construire ce palais-là, au regard du coût que cela a induit, des centaines de milliards, c'est que ce palais est même encore en chantier aujourd'hui. C'est que tous les pourris là qui sont autour de lui, les membres de Essingang, c'est qu'ils ont eu à bouffer peut-être 70% du budget qui était prévu pour construire ce palais-là. Parce qu'on connaît leur boulimie financière. Ahidjo a quand même été le tout premier président de la République du Cameroun. Le Cameroun, l'histoire du Cameroun n'a pas commencé le 6 novembre 82. Vous avez abandonné Amadou Ahidjo au Sénégal dans l'indifférence totale, même quand sa femme là, elle s'est battue comme elle pouvait pour que son mari repose sur la terre de ses ancêtres et tout. Ben, elle aussi, elle est morte dans le Sénégal, comme ça là, dans la misère totale. Sa pension d'ancienne sage-femme a été suspendue. N'eût été l'aide de l'État sénégalais, c'est que cette dame-là serait même morte depuis très très longtemps. Sa femme est morte, elle est enterrée là-bas. Mais je crois que c'est sa première ou c'est sa deuxième fille, Babette. Elle aussi, elle est décédée. Elle repose au Sénégal. Pourquoi ils ne reposent pas au Cameroun? Pourquoi ils ne sont pas inhumés au Cameroun? Pour quelle raison? Auprès de leur père, l'ex-président là. C'est ça, c'est la malédiction là. C'est ça qui est en train de suivre le Cameroun comme ça. N'allez pas chercher loin. Le problème du Cameroun est aussi spirituel. Hein? Le problème du Cameroun est aussi spirituel. Ce problème que vous voyez, la misère, l'obscurantisme qui règne au Cameroun là. Ce problème-là, il est spirituel. Et vous pensez que quand les nordistes voient ça, ils sont contents? Vous pensez que les nordistes sont contents? Et voilà pourquoi à l'époque, lors des années 90, c'est-à-dire que lors des années de Braise, le pouvoir de Biya n'était concentré que sur les 3 provinces du centre, du sud et de l'est, puisque à l'époque ça s'appelait province, ce n'était pas encore région comme aujourd'hui. C'est-à-dire que le pouvoir de Biya là, ce n'était concentré qu'au sud,
qu'au centre et à l'est, parce que le Grand Nord avait pratiquement tourné le dos au régime de Paul Biya et s'était rallié aux revendications portant sur la tenue d'une conférence nationale souveraine, lesquelles étaient portées par la coordination des partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, là, à l'époque, qui avait lancé les villes mortes en 1991. Ah oui, parce qu'il faut que les jeunes Camerounais qui nous écoutent là, qui sont nés au début des années 2000 là et tout, fin des années 90, il faut qu'ils écoutent bien cette histoire-ci. Parce qu'au début des années 90, là, ça avait chauffé. Hein? Ça avait chauffé, y compris dans le Grand Nord. Y compris dans le Grand Nord. Parce que les militants de l'opposition et puis les organisations de la société civile, donc, ils avaient créé un mouvement là qu'on appelait Cap Liberté. Donc, ils revendiquaient la conférence nationale souveraine. Et pour ce faire, ils avaient décrété des journées de ville morte pendant 7 mois. Pendant 7 mois, toute la ville de Douala, c'est-à-dire que ce soit la ville de Douala, les villes dans ce que vous appelez dans le Cameroun anglophone, là, à l'ouest, et puis donc pendant cette période-là, 7 des 10 provinces du Cameroun étaient acquises à la cause des membres de la coordination, comme on appelait ça à l'époque. Oui, y compris les 3 provinces du nord, Adamawa et puis de l'extrême nord, puisqu'il y a eu des manifestations. Les Chiroma aujourd'hui, qui est ministre de l'emploi, c'est quoi là? À l'époque, il était l'un des barons de l'UNDP, une formation politique qui avait le vent en poupe au début des années 90. Je me rappelle quand j'étais tout petit, je crois que je devais avoir 4 ans ou 5 ans ou 6 ans. Mon père, Don Albert, père à son âme, il était militant de l'UNDP. Je me souviens à l'époque, à la maison, il se réunissait souvent avec ses amis nordistes là, dont les militants, les camarades de son parti. La seule chose dont je me souviens, c'est ce cri de guerre qu'ils avaient souvent l'habitude de lancer à la maison. UNDP, progrès, UNDP, progrès, UNDP, progrès. J'étais tout petit, je crois que je devais avoir 5 à 6 ans. Bon, à cet âge-là, moi, je comprenais pas ce que ça signifiait et tout. Donc, comme pour dire qu'à l'époque-là, Bello Bouba Maïgari, qui était le président de l'UNDP, mais au niveau du Grand Nord, là, c'était le Grand Manitou. À l'époque, c'était la marée verte au Cameroun. Donc, après le SDF, là, de Ni John Fodzi, père à son âme, c'était l'UNDP dans le Grand Nord. Mais c'était la marée verte au Cameroun. Donc, à cette période-là, puisque les villes mortes, c'est Mbouamasok qui est à Douala, là, c'est lui qui avait décrété, qui avait lancé le mot d'ordre de ville morte à Douala. Et ce mot d'ordre-là avait été suivi à 100%. Donc, ça veut dire que de lundi à vendredi, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun taxi qui circulait dans la ville de Douala. De lundi à vendredi. Le samedi et le dimanche, c'était pour le ravitaillement. C'était pour le ravitaillement. Donc, c'est-à-dire que pendant les week-ends, les familles devaient se ravitailler, c'est-à-dire que faire des achats en gros, en termes de produits alimentaires, de manière à préparer la semaine suivante. Et ça était ainsi pendant 7 bons mois dans la ville de Douala. C'était chaud, hein? Et toute personne qu'on surprenait en train de braver le mot d'ordre de ville morte, on brûlait ta voiture et on te donnait le carton jaune. Et je crois que ça coûtait, ou c'est combien là, soit le carton jaune, soit le carton rouge. Donc ça dépend du nombre de fois que tu as violé le mot d'ordre. Donc, et ces cartons-là avaient un coût, soit 250 francs, 500 francs que tu payes. Bon, c'était très chaud à l'époque. Très, très chaud. Voilà pourquoi il faut saluer bien bas. C'est-à-dire que tous les hommes politiques là, mais malheureusement, tous ces hommes politiques là qui ont animé les villes mortes à l'époque, certains ont des prises de position de nos jours vraiment qui m'inquiètent. Les Njokam Tchameni,
les Anissé Kane, les Charles Tchungang qui dirigeaient à l'époque l'OCDH, c'est-à-dire que l'Organisation camerounaise pour les droits de l'homme. Bon, même Bouagmasok lui-même, il est entré dans les Sisongo. Hein? Et Henriette Ekwe, bon, de temps en temps, elle sort un peu la tête de l'eau après, bon. Bref, tous là, ils se sont les maîtres Yondo Black. Lui, il a complètement disparu. On ne le sent plus. Mais les Célestins Monga, ils sont dans la nature. On ne les sent plus. Bon, Feu Augustin, Frédéric Kodor aussi, ils ont disparu. Donc, c'était une période assez chaude où le pouvoir était à deux doigts. C'est-à-dire que le pouvoir là de Biya n'était concentré que sur trois provinces, centre, sud et est, parce que ce sont les trois seules provinces qui n'ont pas suivi le mot d'ordre de ville morte. Ce sont les trois seules provinces. Je dis que même Yaoundé était touché, notamment au niveau de l'université là. L'université de Yaoundé était touchée. Je vais vous raconter ce qui s'est passé à l'université de Yaoundé 1. C'était le 6 mai 1991. Alors, à Yaoundé, il s'était créé un mouvement qui s'appelait le Parlement. Et Wanto, général Wanto, qui est dans la basse, la brigade anti-Sardina, dont vous avez entendu parler, qui en France, là, il faisait partie de ce mouvement-là. Donc, les étudiants de l'université de Yaoundé, parce qu'à l'époque, l'université de Ngouaikele était l'unique au Cameroun. Donc, tous les élèves qui décrochaient le bac et qui voulaient continuer les études à l'université étaient obligés de s'inscrire à l'université de Yaoundé, puisqu'il n'y avait pas d'autres universités en dehors de celle-là. Alors, avant même, parce que c'était le 6 mai 1991, c'était la date culminante, hein, puisque avant cette date-là, il y a eu des réunions au niveau de, comment on appelle, de Bonamou Sadi. Donc, c'est au niveau de Bonamou Sadi, là, donc, en allant vers Obili. C'est là où les gars du Parlement se réunissaient souvent, donc les Corentin Tala, les Général Wanto, les LC Chebe, qui s'appelait à l'époque Margaret Thatcher. C'est là-bas qu'ils se réunissaient souvent pour préparer les manifestations et tout. Bon, parce que les gars se rendaient compte que, parce que les gars dénonçaient les conditions dans lesquelles les étudiants prenaient les cours, dont la qualité de l'enseignement et tout. Et ils ont compris que il fallait se joindre à la coordination qui organisait les villes mortes en vue d'exiger la tenue d'une conférence, en vue de la tenue d'une conférence nationale souveraine parce que les conditions désastreuses dans lesquelles les étudiants étudiaient étaient également dues à la gouvernance de manière générale qui laissait à désirer. Voilà pourquoi les gars ont compris la nécessité de se joindre à la coordination des partis politiques et des organisations de la société civile en vue d'exiger le départ de Paul Biya. Et celui qui dirigeait la coordination, c'est-à-dire qu'au niveau de l'université de Yaoundé, il s'appelait Saint-Fo Tonkan. Alors, les gars se réunissaient donc tous les jours. Le régime a donc décidé de mater les membres du Parlement. Ils ont envoyé les policiers, les gendarmes au campus de Ngouaikele pour tabasser les étudiants, pour VIOLE les jeunes étudiantes, pour zigouiller même parce que quand Choukoumeni dit, par exemple, que oh, il y a eu zéro mort, il y a eu une cinquantaine de morts lors de la répression, quand la police et puis la gendarmerie, et à l'époque, c'est le commandant de la Légion de gendarmerie du centre, qui s'appelait le colonel Balegen. C'est lui qui avait envoyé les gendarmes pour tabasser les étudiants, pour arrêter. Des milliers d'étudiants avaient été arrêtés à l'époque là. Donc nous étions à début mai 1991. C'était chaud, hein. Ceux qui ont été étudiants à l'époque, ils connaissent bien, ils ont vécu ces événements-là, ils savent que ce que je dis est vrai. C'était chaud. Je dis que les policiers, les gendarmes
c'est-à-dire que les membres de Essinga ont envoyé les gendarmes pour battre sur les étudiants, surtout le 6 mai 1991, là, c'était grave. C'était grave, c'est-à-dire que toute la zone de Ngouaikele, là, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tout le campus de l'université était bouclé par la police, la gendarmerie, donc les hommes du colonel Baleguel, et puis les milices Nkulnam Café et puis que les milices tribales que le club des Essingan avait créé là pour traquer les étudiants, pour... Je vais demander pardon pour son âme. C'est vrai qu'il est décédé, je demande pardon à sa famille, mais puisque nous sommes là pour restituer les faits historiques, celui qui dirigeait ces milices tribales là, de Nkulnam, les cafés et autres là, il s'appelle, bon je ne sais pas s'il est encore vivant, Manda Fils. Il était chef du quartier Obilila. Il était également militant du RDPC. Vraiment, moi, je me pose la question de savoir, celui-là, il t'a dit qu'il a joué un tel rôle au début des années 90. Il n'a même rien eu comme récompense. Il n'a été ni ministre, ni DG de société, ni rien, ni rien. Pareil pour Charles Ateba Eyene, dont je voulais parler tout à l'heure. C'est-à-dire que Charles Ateba Eyene, que vous connaissez là, Charles Ateba Eyene était membre de ces autodéfenses-là. Il était membre de ça. C'est lui qui était un peu le... On va dire quoi, il jouait le rôle d'index. C'est-à-dire que c'est lui qui indiquait la cachette des membres du Parlement. Parce que quand la répression s'abattait sur les étudiants, les gars étaient obligés de courir un peu partout. Et comme toute la zone de l'université était bouclée, il n'y avait pas moyen de fuir. Puisque les policiers, les gendarmes avaient bouclé toute la zone en compagnie des miliciens petits là, les Nkulnam et autres, ils étaient armés de gourdins, de machettes, ils battaient, ils tabassaient les étudiants. Il y a certains élites du Mfundi qui ont séquestré les étudiants. Oui, il faut qu'on c'est-à-dire que l'histoire contemporaine du Cameroun, là, il faut que les Camerounais sachent un certain nombre de choses. Ce qui s'est passé dans leur pays, là. On dit souvent que quand vous ne savez pas où vous allez, il faut vous souvenir d'où vous venez. C'est très important. Donc, la répression qui s'est abattue sur les étudiants était d'une telle rage que il y a eu des morts, contrairement à ce que Konchu Koumeni, dont le ministre de la Communication de l'époque, disait que oh, zéro mort. Non, non, non. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, puisque il y a deux membres du Parlement, à savoir, je crois, Ténésop et puis Jean Bosco Tagné. Ils s'étaient rendus à l'hôpital central. Ils s'étaient rendus à l'hôpital central. Et le jour où ces deux membres du Parlement-là se rendent à l'hôpital central, ils ont trouvé le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto était là, à l'hôpital central. Ils ont couru vers lui pour dire à Maurice Kamto que, parce qu'à l'époque, Kamto était enseignant, il enseignait à l'université de Yaoundé. Et il était aussi membre de l'Union des forces du changement à l'époque. Alors, ils ont couru vers Kamto pour dire, vraiment, professeur, c'est grave, ils ont tué nos étudiants, aidez-nous, et ceci et cela. Kamto leur a dit que, vraiment, je suis au courant. Moi-même, je suis ici, je suis très malade, je suis venu pour me soigner, etc. Alors, ils ont donc commencé, puisqu'ils sont d'abord allés rencontrer celui qui était directeur de l'hôpital central à l'époque, le docteur Obounou. Ils sont allés demander l'accès à la morgue parce qu'ils voulaient vérifier s'il y a les corps des étudiants là. Le docteur Obounou a d'abord refusé. Et c'est après le boucan, parce que les gars ont commencé à secouer, à mettre tout l'hôpital en l'air. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire le boucan au sein de l'hôpital, à tel point que les malades sortaient d'à gauche et d'à droite, etc., pour venir voir et tout. C'est alors sous la pression de ces deux membres du Parlement, la Ténésop, je cite les noms, Ténésop et puis Jean Bosco Tagné, je crois qu'ils sont tous deux, ils sont aux États-Unis aujourd'hui. C'est là où on leur donne accès à la morgue. Ils ont vu des corps qu'on a transportés la veille, c'est-à-dire que le jour même où il y a eu cette répression barbare là, sur les étudiants,
Et le docteur Obono leur a dit que non, vraiment, c'est des bandits qui ont été abattus par des policiers et tout, et tout, et tout, et tout. Les gars ont compris. Et il y avait une quinzaine de corps à la mort. Pourtant, comme Choukomeni avait dit à l'époque que oh, 0 mort et tout, je crois qu'il y avait même une commission qui avait été créée pour investiguer. Et la commission avait abouti, avait conclu à ce fameux, à ce même 0 mort là. Pourtant, il y a bel et bien eu des morts. Il y a eu des morts, il y a eu des corps. Il y a eu des morts à l'époque. Donc, ce sont donc ces périodes chaudes là que le pouvoir a pu gérer tant bien que mal. Bon, au niveau du centre, du sud et de l'est qui étaient acquis au régime en place, il n'y avait pas de souci. Maintenant, il fallait rallier le Grand Nord à sa cause. Qu'est-ce qu'il a fallu que le pouvoir fasse? D'abord, après les villes mortes et puis la période tumultueuse du début des années 90 là, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir a réussi d'abord à entourlouper la classe politique de l'époque parce que, et voilà pourquoi moi, les hommes politiques et moi, les hommes politiques du Cameroun là, et moi, ça ne colle pas. Parce que beaucoup estiment que non, je n'aime pas trop tel homme politique, je n'aime pas tel. C'est parce que moi, les hommes politiques au Cameroun vraiment m'inspirent du dégoût. Parce que qui a trahi la coordination en 91? Ce sont les hommes politiques. Les Kodok, les Roch Benlen, tous ces gens-là. Ce sont eux qui sont allés signer l'accord de la tripartite de novembre 91, pendant que les membres de la société civile, les membres de Cap Liberté, eux, ils disaient niet. Parce que quand il a fallu que Paul Biya mette fin aux villes mortes, qu'est-ce qui s'est passé? Paul Biya, après avoir dit que oh, la conférence nationale est sans objet, oh machin, oh ceci, oh cela, et pour que le pouvoir sorte la tête de l'eau à l'époque, il a bénéficié du soutien financier de la France, hein, parce que comme les gars de la coordination à travers les villes mortes avaient paralysé Douala, qui est le poumon économique du Cameroun, ce mouvement d'humeur là a eu des conséquences économiques assez négatives. C'est-à-dire que ça a eu des conséquences sur le budget du Cameroun. Alors, pour rééquilibrer ce budget-là, c'est la France, à travers le mécanisme financier là, appelé l'Agence française pour le développement, sous Mitterrand, c'est la France qui a aidé le régime des Biya à sortir la tête de l'eau. Et surtout que ces leaders de l'opposition là, eux aussi, c'est-à-dire que moi je ne comprends pas. Ils ont fait une erreur très grave. Ils ont fait une erreur très grave. Quand ils ont organisé les villes mortes à l'époque, ils ont réussi. Pour ça, il faut leur tirer un coup de chapeau. Hein. Ils ont réussi à paralyser le Cameroun. Ça, c'est-à-dire que les membres de la coordination de l'époque là, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Biya casse le mouvement? Qu'est-ce qui s'est passé? Fauchive, qui était le patron, parce que Paul Biya avait réussi à ramener Fauchive après l'avoir démis de ses fonctions en 84, après le vrai faux coup d'État de 84 là. Qu'est-ce que Fauchive a fait? Fauchive est au courant qu'il y a une délégation de la coordination qui doit aller rencontrer le ministre soit des Affaires étrangères ou de la coopération, qui doivent aller rencontrer les autorités françaises, quoi, afin de rallier la France à leur cause. Bon, il y a une délégation qui s'est formée, qui s'est rendue en France. Ils arrivent donc en France. Ils sont reçus par les autorités françaises. Puis ils ont commencé à convaincre les autorités françaises de ce que voilà, le pouvoir des Biya était à genoux et ce qui était vrai. Ce qui était vrai, le pouvoir des Biya était vraiment dos au mur. Le pouvoir de Biya était à un cheveu de perdre complètement la face. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Jean Fauchive avait conseillé à Biya que non, pour donner l'impression que Paul Biya est encore soutenu de la population, il faut que ce dernier organise une tournée
dans toutes les provinces du pays. Et lors de cette tournée-là, on va recruter des policiers, des gendarmes en civil. On va les envoyer dans chaque étape de la tournée de Biya afin de faire foule, histoire de tromper l'opinion que non, Paul Biya est encore populaire, il a encore aimé de la population et tout. Voilà la stratégie que Fauchivé, à l'époque, il était directeur des renseignements extérieurs du Sénat à l'époque. C'est ce qu'il avait conseillé donc au régime de Biya. Alors, quand la délégation de la coordination des partis d'opposition et puis de la société civile, quand ils arrivent donc en France, ils disent aux autorités que non, vraiment, c'est fini là, hein. Nous avons besoin de votre soutien pour que nous puissions prendre les choses en main et puis voici. Donc, ils ont commencé à négocier avec les autorités françaises et même de l'Union européenne. Ça s'appelait à l'époque, je crois, Communauté européenne économique. Un truc de ce genre. Alors, il y a un officiel français qui leur a dit que mais, nous avons plutôt l'impression du contraire, puisque on a le sentiment que le vieux, il est encore aimé de sa population. Ils ont pris la cassette VHS, dont les magnétoscopes de l'époque là. Ils ont joué, c'est-à-dire ils ont joué ça dans le magnétoscope. Ils ont projeté. Ils ont montré les images aux membres de la coordination que vous voyez la tournée de Biya dans le pays se passe bien. On voit bien la population qui se réjouit et qui massivement s'est réunie pour applaudir le président. Mais comment vous pouvez nous dire qu'il n'est plus populaire, que la population est en train de le vomir? Voilà donc comment le mouvement là, c'est-à-dire que les villes mortes et autres là, ont commencé à présenter des signes d'essoufflement. C'est-à-dire que c'était le premier échec de la coordination à l'époque. C'était le premier échec. Le deuxième échec, c'était sur le plan interne. Paul Biya se sentant donc acculé par les membres de la coordination. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par contacter ces membres-là individuellement. Il les invite au palais, que non, venez, machin, et tout. Les gars ont refusé, ils disent, niet. Le seul qui était allé rencontrer Biya au palais, c'était Sopo Priso de l'UPC. Il a été chassé de la coordination. Sopo Priso, c'est celui qui avait dit que Maurice Kamto a gagné le marché de 14 milliards. C'était en 2016 ou 2017, c'était quand? Je crois que c'est lui, hein. Il était membre de la coordination à l'époque. Il est allé rencontrer, sans informer les autres membres de la coordination, il part voir en catimini Biya. Quand les gars ont appris ça, on l'a chassé. Bon, jusque-là, ça ne marchait pas. Qu'est-ce que Biya a fait? Biya a prononcé un discours à la nation. C'était chaud, hein, en 91, là. Les anciens qui m'écoutent, là, ils s'en souviennent. Il prononce un discours, c'était en octobre 91. Et dans son discours, qu'est-ce que Biya dit? Il dit, les décisions de la... Donc, au lieu de la conférence nationale souveraine, Biya avait annoncé une conférence tripartite. Et dans son discours, qu'est-ce qu'il dit? Que les décisions de la tripartite s'imposeront à tous. Or, c'était un piège que Biya a tendu aux gars de l'opposition et ils sont tombés et ils ont suspendu les villes mortes. À l'époque, ils ont suspendu les villes mortes et il y avait également une opération qui devait être lancée à l'occasion de la rentrée, à savoir l'opération École morte. Ce qui a suscité ce discours, c'est-à-dire que quand Biya était en tournée à travers le Cameroun, et au cours de ces tournées-là, c'est-à-dire qu'à l'étape de Douala, c'est à l'étape de Douala là qu'il avait dit, me voici donc à Douala et tout. Et à l'époque, il avait dit que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, c'était par rapport au mouvement que les gars voulaient lancer pour que les enfants n'aillent pas à l'école. Bon, ça également, ils ont dit que non, ça, l'autre là,
on abandonne ça. Pendant que les hommes politiques, les Samuel Lebois, les machins, tous ces politiciens de l'époque, les Fundi, tous ces gens-là, eux, ils disaient que non, vraiment, il faut mettre la pédale douce, il faut préparer la tripartite, etc. Les membres de la société civile, les Anissé et Canel, tout ce beau monde-là, ils disaient que jamais, les villes mortes ou rien. Donc, les membres de la coordination étaient divisés. Et il y a également autre chose qui s'est passé. C'est qu'après le discours de Biya, il y a eu RFI. RFI a appelé Sadou Ayatou, le premier ministre de l'époque. C'est-à-dire que Sadou Ayatou avait accordé une interview à RFI par rapport au discours du président, donc par rapport à l'annonce de la tripartite. Et au cours de l'interview qu'il accorde à RFI, Sadou Ayatou dit que non, que le rôle de la tripartite ne sera qu'un rôle de consultation. C'est là où les gars de la coordination se rendent compte que mais le président dit une chose, il dit que non, les décisions de la tripartite s'imposeront à tout le monde. Les gars avaient cru que donc c'est le copier-coller de ce que nous revendiquons depuis les conférences nationales souveraines. Ils se sont dit que ces décisions qui seront prises vont s'imposer, y compris à Biya lui-même. Mais maintenant, son premier ministre sur RFI dit autre chose. Il dit que non, le rôle de la tripartite ne sera que consultatif. Les gars étaient complètement perdus. Ils ont, à la suite de cette interview, ils ont écrit au Premier ministre pour qu'il clarifie sa position. Ils ont même exigé que la tripartite soit diffusée en direct sur la CIA TV. Le gouvernement a dit niet. Ils ont même exigé que la tripartite soit dirigée par une personnalité neutre, voire un leader religieux ou c'est pas moi. Les gars ont toujours dit niet. Maintenant, au sein de la coordination, ils étaient divisés. Et quand les travaux s'ouvrent au palais des congrès, même parmi les hommes politiques là, de l'époque, il y en avait qui ont claqué la porte, qui sont partis. Ce sont les Augustin Frédéric Kodok, les faux politiciens de l'époque là. Ce sont eux qui ont signé les accords de la tripartite, que Biya n'a d'ailleurs jamais respecté. Puisque d'après les accords de la tripartite là, la nouvelle constitution devait limiter les mandats à 2. Biya a fait sauter les bêtises là en 2008. Voilà. Voilà pourquoi, quand vous me voyez manifester je ne dirais pas du dédain, mais du dégoût vis-à-vis des hommes politiques, c'est à cause des trucs comme ça. Parce que s'ils avaient formé un bloc à quelques jours de la tripartite, ils disaient que vraiment, hein, là, hein, c'est la conférence nationale souveraine ou rien. Mais les gars sont allés, se sont rendus à ces travaux-là, au palais des congrès, en rang dispersé. Biya les a ramassés, allez, il les a roulés dans la farine, comme ça, il les a mélangés. Et voilà comment le vieux dictateur camerounais a réussi à reprendre le bâton de commandement, le Ntumanam. Une nouvelle loi électorale a été concoctée en perspective des législatives de 92 et autres. Et cela va nous ramener au sujet du jour, à savoir le rôle du Grand Nord. Alors, après donc les mouvements de 91, les villes mortes, la tripartite et autres, en mars 1992, se sont tenues les législatives, les toutes premières démocratiques, les législatives ces législatives ont été boycottées par le SDF. Mais l'opposition avait remporté la majorité des sièges. C'est-à-dire que les partis d'opposition, le RDPC était vraiment réduit à sa portion comme minoritaire. Et maintenant, pour reprendre le contrôle du gouvernement, pour reprendre le contrôle du Parlement, vous savez ce qui s'est passé? Le RDPC a conclu une alliance avec le MDR. Et le MDR était dirigé par Dakole Daïssa, la paix à son âme.
Et Dakole Daïsala était une élite du Grand Nord, plus précisément de l'extrême nord. De l'extrême nord. Et voilà comment le RDPC a repris la main, a repris le contrôle du Parlement. Parce que c'est l'opposition qui devait, en réalité, contrôler le gouvernement à travers un premier ministre. Mais les gars ont manœuvré, ils ont réussi à convaincre Dakole Daïsala de se joindre, de conclure une alliance avec le RDPC. Et cela lui a valu même des postes au sein du gouvernement, ministre des Transports, ministre des Postes et Télécommunications, etc., etc. Et cela avait été perçu comme une haute trahison au sein de l'opposition camerounaise. Et cette trahison est venue d'où? Du Grand Nord. Parce que au Cameroun, pour gagner les élections au Cameroun, si tu réussis à rafler les 3 régions du centre, du sud et de l'est, les 3 régions du Grand Nord, Adamawa, extrême nord, plus nord, c'est fini. Tu vas seulement négocier les petits pourcentages dans les 4 autres régions. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors la présidentielle arrive donc en 92. John Fundi gagne les élections. Ça, il faut le dire, puisque Biya les avait perdus. Biya les a perdus. Il a perdu ces élections-là. Mais grâce au concours, au soutien de la France et tout, parce que la France ne voulait pas d'un anglophone à la tête du Cameroun, parce qu'elle estimait que les États-Unis allaient avoir le contrôle sur ce territoire, sur le Cameroun, qui constituait sa chasse gardée. Voilà pourquoi, après la présidentielle de 2012, quand Bill Clinton gagne les élections aux États-Unis, il n'a jamais invité Paul Biya. C'est Fundi qui a été invité à la cérémonie d'investiture en janvier 93. Ouais, c'est ça. Donc, à l'époque, pour les Américains, c'est Fundi qui avait gagné les élections. Voilà. Mais Paul Biya avait le soutien de François Mitterrand, qui était le président français à l'époque. Voilà comment, à coup de fraude électorale et tout, Biya a réussi à conserver, à confisquer le pouvoir en 92. Mais il y avait, je vous ai parlé de l'UNDP tout à l'heure, qui était une bête politique féroce à l'époque et qui était dirigée par une autre élite du Grand Nord. Puisque l'UNDP avait raflé un nombre assez considérable de sièges au Parlement, à l'Assemblée nationale, je veux dire. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour rallier le Grand Nord à sa cause? Il fallait conclure des alliances. Il fallait d'abord diviser l'UNDP, qui était vraiment, on va dire, qui était un mouvement politique très puissant dans le Grand Nord à l'époque. Il fallait d'abord, diviser l'UNDP. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez Amadou Moustapha qui a son parti, vous avez Issa Chiroma Bakari qui a son parti, vous avez Bello Bouba Maïgari qui a gardé la tête de l'UNDP, mais sauf qu'en 97, c'est-à-dire qu'en perspective des législatives et présidentielles de 97, Bello Bouba est entré à conclure des alliances avec le RDPC. Bello Bouba qui est une élite politique du Grand Nord. Et depuis que Bello a conclu cette alliance avec l'UNDP là, il est ministre à vie. C'est-à-dire qu'il n'est jamais sorti du gouvernement. Jamais. Il n'a jamais chômé. Il a toujours été dans le gouvernement de Biya parce qu'il est la seule fois où l'UNDP a contesté, c'est-à-dire que les militants de l'UNDP ont contesté cet accord-là signé avec le RDP. C'était en 2011, avant la présidentielle de 2011, parce que certains cadres de l'UNDP avaient constaté
avec le recul, que cet accord signé avec le RDPC profitait plus au RDPC, puisque le RDPC n'avait pas respecté sa part de contrat, à savoir entreprendre certaines réformes sur le plan électoral, sur le plan politique, sur le plan démocratique. Et en plus de cela, ils se sont rendus compte que Bello était le seul bénéficiaire de cet accord-là. Les autres cadres du parti voulaient la rupture avec le RDPC et investir un candidat à la présidentielle de 2011. Ah oui. Et le jour du congrès de l'UNDP en 2011 là, le congrès de l'UNDP s'était tenu au palais des congrès. Grégoire Ouna avait débarqué là lors des travaux pour venir porter la bonne nouvelle du parti des flammes. Que mais comment vous voulez nous lâcher que il se passe même quoi? Vous voulez même montrer quoi? Et tout. Parce que les gars étaient décidés de débarquer Bello Bouba Maïgari. Ils étaient décidés que non. Nous avons signé un accord avec le RDPC en 1997, mais on a le sentiment que cet accord n'a bénéficié qu'au RDPC. Et l'UNDP a sérieusement reculé sur l'échiquier politique. L'UNDP a perdu un nombre assez important de sièges au Parlement. L'UNDP a perdu beaucoup de mairies. Alors les gars étaient décidés. Je me rappelle, j'étais un jeune stagiaire à la Nouvelle Expression, là, en 2011. J'étais allé couvrir, il y avait une réunion de l'UNDP là, ils ont leur siège là à Etoile-Meki, pas très loin de la rédaction de la Nouvelle Expression à l'époque. Bon, comme moi j'étais jeune reporter, Valentin Zinga m'avait donné Valentin Siméon Zinga m'avait confié cette tâche-là. Bon, comme je n'avais pas tout le background nécessaire, c'est Boris Berthold à l'époque. Parce que lui, il travaillait en bas au journal Le Jour. C'est lui qui m'avait un peu briefé sur le dossier puisque je ne le maîtrisais vraiment pas. C'est Boris Berthold qui m'avait briefé sur ce dossier-là et j'ai fini par comprendre ce qui se passait à l'époque là, en 2011, là, au sein de l'UNDP. Il dit qu'il s'en est fallu de peu pour que les gars éjectent Bello Bouba de la tête de l'UNDP. Il a fallu que Grégoire Ouna, secrétaire général adjoint du RDPC, débarque là, dans la salle, lors des travaux. Bon, je ne sais pas où c'était pour remettre de l'argent aux membres du congrès, ou c'était pour faire quoi. Finalement, Bello Bouba a été réélu président du parti. Alors, en 2011, sans surprise, Paul Biya a gagné la présidentielle. Pour récapituler, de 2012 à 2017, Biya a repris progressivement le contrôle du Grand Nord sur le plan politique, bien sûr. Bon, sauf que après 2011 là, il s'est posé une équation très difficile à résoudre. C'est l'équation Marafa. Marafa Amidou Yaya, qui était l'espoir de tout le Grand Nord de revenir au pouvoir. Et avant même les Marafa, Amadou Ali, il y a eu les câbles de Wikileaks. Il y a eu les câbles de Wikileaks qui ont été diffusés par la presse camerounaise. Et parmi les câbles de Wikileaks, il y avait un qui contenait une conversation qu'Amadou Ali, l'ancien ministre de la Justice, paix à son âme, qui était un baron parmi les plus puissants de ce régime des Biya et une élite très influente dans le Grand Nord. Il avait dit dans ce câble-là que aussi longtemps que Paul Biya sera au pouvoir, il aura le soutien du Grand Nord. Mais après lui, le pouvoir devra repartir au Grand Nord et que ni un Bamileke, ni un Ekambeti ne devra succéder à Biya. C'est ce que Amadou Ali avait dit dans le câble là.
Bien entendu, ça avait créé un tollé général à l'époque. Ça avait créé un tollé général. Mais en même temps, Amadou Ali est mort, je crois, l'année passée ou surpassée. C'est comme un testament qu'il a légué à ses frères. Que, comme vous voyez là, ces gens-là, le type de Biya là, il faut continuer à le soutenir. Hein. Mais si il quitte le pouvoir là, n'acceptez pas que quelqu'un d'autre qu'un nordiste lui succède. N'acceptez pas. Voilà pourquoi, et ça c'est une information que j'ai reçue il y a quelques temps, il y a quelques semaines. L'année, je crois, passée ou surpassée, c'était en fin 2022 ou en fin d'année dernière, je ne me rappelle plus de... Il devait se tenir un congrès, le congrès du RDPC devait se tenir. Et à l'issue de ce congrès-là, Franck Biya devait prendre la tête du parti pour être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ce sont les membres, c'est-à-dire que les élus du Nord qui sont au bureau politique du RDPC, qui ont dit niet, ils ont refusé, ils ont dit jamais, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas ça. Alors, pour revenir donc à l'affaire de Marafa Hamidou Yahya, ancien secrétaire général à la présidence de la République, ancien ministre de l'administration territoriale, après la présidentielle de 2011, Paul Biya décide d'écarter Marafa Hamidou Yahya du gouvernement, de le neutraliser politiquement. Je veux dire le club Essingang, parce que Paul Biya n'a aucun pouvoir. Hein. Paul Biya n'a aucun pouvoir. Aucun. C'est une marionnette du club Essingang. Donc c'est Essingang qui a donc fait le pari de neutraliser politiquement Marafa Hamidou Yahya. Parce que vous avez suivi ses lettres ouvertes ainsi que les interviews qu'il a eu accordées à certains médias français. À Jeune Afrique, plus précisément, Marafa avait dit ceci, que si je suis en prison aujourd'hui, c'est parce que, après la présidentielle de 2004, j'avais suggéré au président de ne plus se présenter. Parce que, à l'époque, la Constitution limitait les mandats à 2. Donc, il a conseillé à Biya que vraiment, Monsieur le Président, avec, sauf votre respect, je souhaiterais que ce mandat-ci soit le dernier pour vous. Bon, Biya n'en a fait qu'à sa tête. Lui et les membres de son club Essingang, ils ont fait sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels après avoir utilisé le BI pour réprimer les manifestants. C'est-à-dire que les manifestations de fin février 2018, au cours desquelles les populations camerounaises disaient non à cette révision de l'article 6.2. Je me rappelle à l'époque, c'était l'article 6.2 de la Constitution du 18 janvier 1996, là, qui limitait les mandats à 2. Alors, et en 2011, là, Biya devait, en réalité, là, il ne devait pas se représenter, mais il l'a fait parce qu'il avait déjà modifié la Constitution. Alors, quand il gagne donc, quand Biya gagne donc la présidentielle de 2011, les membres de Essingang décident de neutraliser Marafa. Ils ont d'abord envoyé les agents de renseignement, la DGRE, autour de son domicile, là, au quartier Mélène et tout, pas très loin de Limia, et même au niveau de Agaroua. Ils ont envoyé des agents secrets là-bas pour le mettre en filature et tout, et tout, et tout. Et puis, le 16 avril 2012, Marafa Hamidou Yahya est arrêté. Quand Marafa a été arrêté, c'était, c'est-à-dire qu'au niveau du Grand Nord, là, plus précisément à Garoua, mais attends, c'était le deuil. Et je me rappelle, c'était un vendredi. C'est-à-dire que les populations avaient accueilli cette nouvelle avec beaucoup de froideur. Et il y avait un mouvement de jeunes nordistes qui s'était créé là à Garoua, qu'on appelait le mouvement Arc-en-Ciel. Et ce mouvement-là était dirigé par Mokhtar Oumarou.
Et qu'est-ce que Mokhtar Oumarou avait dit au journal Le Messager? Il a dit, Paul Biya s'attaque aux nordistes, que la guerre commence. C'est ce qu'il avait dit au journal. Bon, c'était pas... Bon, je ne me souviens plus très exactement de ce qu'il avait dit, mais ses déclarations allaient dans ce sens-là. Mokhtar Oumarou, il est décédé quelques années plus tard dans des circonstances non élucidées, non encore élucidées. Je dis que les nordistes étaient très en colère par rapport à l'arrestation de Marafa. Ils étaient en colère contre Biya. Ils ont commencé, surtout certains élites du Nord, ils maudissaient Biya sous cape, ils étaient en colère, ils se sont même joints à la campagne libérer Marafa, etc., etc. Mais c'était grave, hein. C'est-à-dire qu'entre 2012 et 2014, là, c'était grave. C'était grave au niveau du Grand Nord. C'était grave. C'est-à-dire que quand Marafa a été arrêté là, il y a une révolte qui a éclaté au niveau du Grand Nord, notamment à Garwala. C'est que ça a éclaté là-bas. Ça a éclaté. Et à l'époque, les législatives et municipales devaient se tenir en septembre 2013 pour calmer les populations du Grand Nord. Vous savez ce que Paul Biya a dû faire? Paul Biya qui n'assiste jamais les sinistrés, les victimes, que ce soit d'accidents ou que ce soit, qui ne va même jamais au deuil de ses propres proches collaborateurs. Il a été obligé, sa femme et lui, Chantal Biya et Paul Biya, ils ont été obligés d'aller, ils ont été obligés de se rendre au chevet des sinistrés des inondations parce qu'il y avait des inondations. Parce que des populations, notamment à l'extrême nord et puis dans une partie du Grand Nord, là, avaient été frappées par des inondations sans précédent dans l'histoire du Cameroun. Paul Biya était obligé de se rendre au chevet des sinistrés avec des dons et tout, et tout, et tout. Et puis, il tenait un discours. Mais on sentait qu'il était en train d'apaiser les populations par rapport à la colère consécutive à l'arrestation de Marafa Hamidou Yahya. Donc, ça veut dire que Biya prenait, c'est-à-dire que les conséquences de l'arrestation de Marafa là, dans le Grand Nord, Biya prenait ça au sérieux. Il a été, Biya qui n'assiste jamais, même les deuils, hein, c'est-à-dire que les obsèques de ses propres proches collaborateurs, il n'est jamais là. Il n'assiste jamais les victimes de quoi que ce soit là au Cameroun. Mais, courant 2013, là, je crois que c'était entre août et septembre 2013, et le jour où on condamne Marafa à 20, je crois que c'était 20 ou 25 ans de prison ferme là, c'était le 22 septembre 2012. Je dis, la salle d'audience était pleine à craquer et il y avait les services de renseignement partout. C'est-à-dire que la salle d'audience qui est juste derrière la délégation des enseignements secondaires du centre là, à côté du musée national là, c'est-à-dire que le palais de justice là, c'était là-bas. Et c'est Gilbert Schlick qui dirigeait le collège des magistrats qui devaient rendre la sentence. Il y avait du monde à l'intérieur et les soutiens de Marafa étaient pleins dedans et même en dehors. Et je me rappelle même quand le procès s'est ouvert au TGI de Yaoundé, c'était le 17 juillet 2012, j'étais même parmi les journalistes qui couvraient ça. Il y avait le monde. Il dit que c'était grave, hein? Il y avait le monde au tribunal. C'est-à-dire que au niveau de la route qui part de la sonnerie centrale pour le ministère des Finances, là, pour ceux qui connaissent bien Yaoundé, c'est-à-dire que devant le palais de justice, là, c'était plein. Les voitures ne passaient même plus. Les femmes, les enfants, et tous les soutiens de Marafa là étaient là. Ils étaient pleins. À l'intérieur, alors, au niveau du palais de justice, il n'y avait même plus de place. C'était plein. Il dit que Marafa a tenu l'actualité politique en haleine pendant 4 ans.
de 2012 à 2016, 4 ans, pour neutraliser Marafa. Qu'est-ce que Biya a fait? Biya, comme je vous l'ai dit, il a dû aller assister les sinistrés des inondations dans l'extrême nord et puis dans le grand nord, dans certains villages qui avaient été frappés par des inondations. Il a allé les assister pour les calmer. Et en plus de cela, il a jeté Iya Mohamed. Quand Biya jette Iya Mohamed en prison, en fait, c'est pour neutraliser le réseau Marafa. Parce que c'est le seul... Mais Iya Mohamed, c'est l'une des rares élites du Nord qui était restée fidèle à Marafa, surtout qu'ils sont du même village, Bibemi. Ils sont du même village. Voilà donc pourquoi les gars ont tout fait, tout manœuvré pour le jeter en prison. Parce qu'ils se disaient qu'un marafiste à la tête de la FECAFOOT, comme le football c'est l'opium du peuple, le gars peut manœuvrer là pour susciter des défaites, la défaite des Lions indomptables et pousser les Camerounais dans la rue. Parce que vous savez, ces Essingans-là, ils n'ont rien dans la tête. Leur façon de réfléchir laisse à désirer. Et comment on arrête Iya Mohamed? C'était après une défaite des Lions indomptables à Lomé au Togo. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, hein, je crois, 2014. Les Lions avaient perdu 2-0. Bon, maintenant, quand Iya Mohamed rentre donc de Lomé, il s'installe là à l'hôtel Hilton. Et c'est là-bas que les gendarmes sont allés le chercher. Nous étions le 10 juin 2013. Je me rappelle encore de cette date. Puisque le match s'était joué la veille, le dimanche. Et c'est le lundi, là, le 10 juin 2013, là, qu'Iya Mohamed a été arrêté. C'est-à-dire que c'est Biya qui avait donné l'ordre. Et il était à Genève. Biya était en villégiature à Genève, en Suisse. Il a donné des instructions qu'on a arrêté Iya Mohamed. Voilà donc comment Iya Mohamed a été interpellé. Et surtout que Bonaventure Mvondo Assam, le neveu de Biya, c'est lui qui avait envoyé une note confidentielle à Biya pour dire que, oh, comme tu vois là, les Camerounais, comme le Cameroun a perdu au Togo 0-2, on risque de ne plus se qualifier pour la Coupe du Monde. Vraiment, les Camerounais sont en train de se révolter, ils veulent tout casser, etc. Il faut faire quelque chose. Voilà comment Biya donne des instructions pour qu'on arrête Iya Mohamed. Et il a été interpellé dans sa chambre d'hôtel au Hilton là. C'est là-bas qu'il a été pris. On l'a conduit au CED. C'est comme on a fabriqué des faux trucs là. Le contrôle supérieur de l'État, non. Ils ont fabriqué des faux trucs là. Leurs faux trucs des Essingans là, ils ont fabriqué ça et tout. Pour lui coller ça au corps, ouais, détournement, ouais, ceci, ouais, il a donné l'argent à Coton Sport, oh, machin, oh, ceci, oh, cela. Donc, en fait, l'objectif derrière cette arrestation, c'était de neutraliser le réseau de Marafa. Parce qu'on ne pouvait pas laisser le football, qui est une affaire d'État au Cameroun, entre les mains d'un marafiste quand même. Sinon, pourquoi c'est seulement à cette période-là, après l'arrestation de Marafa, que le problème de, on va dire quoi, du limogeage de Iya Mohamed s'est posé? Pourquoi c'est seulement après l'arrestation? Pourquoi pas avant? Puisque Iya Mohamed avait déjà fait, je sais pas, il avait déjà fait plus de presque 15 ans, non, à la tête de la Fédération camerounaise de football. Bon, pour éviter que la FIFA ne tape le Cameroun dessus, ils sont allés chercher dans sa gestion à la soude de coton. Voilà comment ils ont réussi à neutraliser Iya Mohamed. Bon, quand les Essingans ont fini de faire ça, voilà, ils ont manœuvré, ils ont détruit parce que Marafa avait des soutiens, y compris au sein même du gouvernement. Et d'après certains bulletins des services de renseignement du Cameroun, la plupart des victimes de l'opération Épervier, là, les G11, les machins là, et c'est Mbanku Emile, hein, Mbanku Emile, le voyou là, le bandit qui a la sécurité militaire là. Quand vous avez entendu parler de G11 des machins, c'est lui qui avait fait la note là, hein, qu'il y a un mouvement appelé G11 là qui est en train de se réunir en perspective de la prise de pouvoir en 2011 là. C'est Mbanku Emile qui avait fait la note là. Il a envoyé à la présidence. Il travaillait encore à Douala, c'est lui.
C'est lui qui Mbankwi, le bandit là, le délinquant là. C'est lui qui avait écrit ça. Et la plupart de ceux qui avaient été soupçonnés d'être membres du G11, les Atana, le Bara, les Oulangna, les Ambassa Dieudonné, les Abba Polycarpe, etc., etc. Tous là, ils étaient soupçonnés d'être proches de Marafa Amidou Yaya. C'est ça. Bon, maintenant, les gars se sont donc rendus compte que ils ont déjà neutralisé Marafa, qui était l'espoir des populations du Grand Nord pour reprendre le pouvoir. Et les nordistes ont avalé la couleuvre. En perspective donc de 2025, là, les gars sont décidés, les nordistes là, sont décidés que cette fois-ci là, les Essingans n'auront plus leur voix. Les Essingans n'auront plus la voix du Grand Nord. Je vous invite à écouter Aboubakar Ousmane Mey, qui est un leader politique dans le Grand Nord, qui est le coordonnateur d'un mouvement appelé Justice Plus. Il était l'invité de La Vérité en face sur Equinox Télévision. C'était, je crois, la semaine passée. Écoutez très attentivement cet extrait du passage d'Aboubakar Ousmane Mey et on revient par la suite pour commenter. Bon, parce que c'est le parti, le régime en place, c'est gavé des voix du Nord, à juste titre, ou même de façon bricolée, c'est les voix du Grand Nord. Si on ferme la boutique, ils vont aller chercher les voix où? Donc, on sait ce qu'on veut. Et on ira là où il faut. 42 ans, ça, je crois que c'est bon. 42 ans. Si vous-même, vous ne vous rendez pas compte que vraiment, ça en fait un peu trop, c'est qu'il y a problème. Alors, il faut l'aider donc à partir. Oui, beaucoup d'opposants estiment justement que 42 ans c'est beaucoup. Mais la question c'est comment déboulonner ce système de 4 décennies. En tout cas, vous revenez sur ce que je venais tantôt de dire. Oui. Il se sert des voix du Grand Nord pour être clair. Ouais. Maintenant, on ne veut plus. Il n'aura plus ses voix. On se comprend? La fille aînée du renouveau. Il n'aura plus ses voix. Il peut, comment dire, le Minat, il n'a qu'à dire, comment on dit ça, ces histoires de mangue là, les moulinex. Il peut chanter ça autant qu'il veut, mais ils n'auront plus ses voix. What are you going to do to ensure that the CPDM, the President of the Republic, Paul Biya, is deprived of the voices that he's been having over the years in the Grand North? De toute façon... On the ground, what are you doing? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? De toute façon, je suis là, ça veut dire que je ne sors pas de nulle part. Je suis là parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Et nous allons donc, de façon concertée, afficher certaines informations que je ne pourrais plus porter seul. Parce que ça met beaucoup de gens en activité. Et il faut des concertations, autant au Cameroun qu'à l'extérieur. Pour une fois, notre diaspora, celle du Grand Nord, je veux dire, hein, parce que je ne maîtrise pas les autres diasporas, je maîtrise quand même celle du Grand Nord, elle est très active. Je dis très active. À l'intérieur, je vous ai cité juste de façon géographique les pôles qui se sont ralliés à la concertation. Je dis que c'était un minimum. Parce qu'il fallait qu'on voit l'allumage. Et on a démarré. Ce sera dans la coordination. Et cette coordination, elle est au-dessus des alliances. Elle est au-dessus des alliances parce que, simplement, je vous disais, on veut travailler même avec le cordonnier du coin, les maçons, en tout cas les ouvriers. On veut qu'ils s'impliquent. Et ça, c'est autre chose. C'est pas rien que les partis, non. C'est une affaire collective, c'est patriotique. Vous avez donc suivi. Vous avez suivi Aboubakar Ousmane Mey. Il a été clair. Il dit que
le clan de Biya ne viendra plus voler les voix dans le Grand Nord. Que le clan de Biya, c'est-à-dire que les voix du Grand Nord ne lui sont plus garanties, ne sont plus garanties au clan de Biya. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est plus garanti. Deuxième chose, et qui est même d'ailleurs la plus importante, il a dit que la diaspora du Grand Nord, c'est-à-dire que le Grand Nord, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur, est en train de se mobiliser en perspective de 2025. C'est-à-dire que la diaspora du Grand Nord est en train de se mobiliser en perspective de 2025. Et vous pensez que c'est pour vos histoires des élections là? Non! C'est pas pour les élections, les gars. C'est pas pour les élections. Les gars se sont rendus compte que ils ont été roulés dans la farine pendant 42 ans. Les nordistes là. Ils ont été roulés dans la farine pendant 42 ans. Et maintenant, les gars sont décidés. Ils ont dit que cette fois-ci là, nous allons prendre notre destin en main. En fait, c'est ce que Aboubakar Ousmane Mey veut dire. Et quand je dis prendre le destin en main, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, en ce moment où on parle, le pouvoir Ekambeti est divisé. Donc, le clan Ekambeti est divisé, le clan des Boulous. Et les Boulous sont en train de perdre le pouvoir. Hein. Ils sont en train de perdre le pouvoir au profit des Nanga et beaucoup, des ressortissants de la Haute-Sanaga. Les Boulous sont en train de perdre le pouvoir. Les frères de Biya, de Dja et Lobo, tout ça là, ils sont en train de perdre le pouvoir. Ils sont en train de le perdre. Donc, il y a déjà cette scission-là, cette cassure-là au sein de l'ère politico-géographique et Kambeti Boulou. Il y a déjà cette division-là. Et il y a également le Grand Nord qui dit que, pardon, en 2025, là, on ne veut plus entendre que Paul Biya est encore là, ou on ne sait trop qui. Non, 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 c'est fait, c'est fini, c'est terminé comme ça. Maintenant, là, il est temps que le pouvoir revienne d'où il est parti. En fait, c'est le message que... Et il a même dit dans l'émission, je n'ai produit qu'un seul, que cet extrait que vous avez lu là, il a dit dans cette émission-là qu'il est temps que le pouvoir revienne au Grand Nord. Je vous ai parlé de la déclaration d'Amadou Ali sur Wikileaks tout à l'heure. Ils sont dans cette logique-là, les nordistes. Ils sont dans cette logique-là. Ils sont dans cette logique. Voilà pourquoi le clan Ngongo, qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État. Donc, qui dit clan Ngongo, dit clan Nanga, clan des ressortissants de la Haute-Sanaga. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de manœuvrer pour exclure de la course vers la présidentielle de 2025 les leaders les plus emblématiques de l'opposition, les Cabral Libi et puis Maurice Kamto. Parce que les Boulous qui ne sont pas contents de l'emprise sur l'appareil de l'État du clan des Nanga peut être amené à voter soit pour Cabral, soit pour Maurice Kamto, afin d'espérer reprendre la main, ou alors afin de sanctionner le clan des Nanga. Les nordistes qui ne veulent plus entendre parler du club Essingan pour exprimer leur ras-le-bol pourraient être appelés à voter pour Cabral Libi, surtout que le PCRN, le fief du PCRN, c'est où? C'est dans le Grand Nord. C'est dans le Grand Nord. Et en 2018, Cabral Libi avait engagé une PSC dans le Grand Nord. Hein? Cabral Libi avait entamé une percée assez timide, certes, mais notoire dans le Grand Nord. Cette fois-ci-là, quand vous voyez Atanganji s'agiter là autour de ces deux formations politiques, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport justement au fait que le clan Nanga, puisque Atanganji est au service du clan de Ngongo, le clan de Ngongo veut empêcher ces deux candidatures-là. Parce que le clan des Boulous, qui se sent lésé, tout comme le clan des Nordistes qui ne veut plus entendre qui ne veulent plus entendre d'un Biya après Biya, pourraient voter pour l'opposition
afin de sanctionner le clan de Ngongo. Parce que Biya, candidat à l'élection présidentielle de 2025, voudrait dire que Ngongo sera encore aux commandes, que le clan de Ngongo sera toujours aux commandes. Voilà pourquoi je vais inviter les Camerounais qui m'écoutent. Il faut beaucoup prier pour votre pays là-haut. Parce que ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Surtout qu'au sein même du club des Essingans, c'est la guerre. Vous-même, vous êtes en train de constater qu'ils ne s'entendent plus. C'est-à-dire qu'entre eux, les membres de l'élite et Kambeti Bouloula, ils sont divisés. Les uns disent que non, Franck Biya, les autres, oh, Ngongo Ferdinand, oh, ceci, cela. Ils sont divisés. Et pour qu'un clan puisse s'imposer à l'autre clan, l'armée, c'est-à-dire que les deux différents corps d'élite là, de l'armée camerounaise, le BI et puis la garde présidentielle, il risque d'avoir affrontement entre les deux corps. Parce que la garde présidentielle, malgré le fait que, et je l'ai dit ici la dernière fois, malgré le fait que Ngongo est en train de tout faire pour infiltrer la garde présidentielle, elle reste fidèle au clan des Boulous. Tandis que le BI est contrôlé par les gens de Nangaï Boko. Bon, maintenant, pour empêcher le retour d'un nordiste à la tête de l'État, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont obliger de se cogner entre eux, d'abord. Et maintenant, le vainqueur va gérer tout le reste. Et le vainqueur va continuer à diriger le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ici, ils sont dans cette logique. C'est-à-dire que là où vous les voyez là, ils se regardent en chaîne de faïence. Tous les membres des deux clans, que ce soit le clan de Ngongo, que ce soit le clan des Franck Biya et tout ça là, ils se regardent en chaîne de faïence. L'ambiance est vraiment confuse au palais présidentiel de Toudi. Elle est confuse. Elle est confuse. De l'autre côté, les élites du Nord disent que vraiment, vous nous avez berné pendant 42 ans, c'est fini. Vous avez suivi Alamine Ousmane Mey tout à l'heure. Ce qu'il dit là n'est que le reflet de ce que la majorité des élites du Grand Nord pensent. Ouais. Quand vous l'entendez dire là que oui, il y a une mobilisation au niveau de la diaspora, vous pensez que la mobilisation là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au coup de force. C'est ce que ça veut dire. Et surtout qu'en 2020, il y a une rébellion qui a émergé dans le Grand Nord, le mouvement pour la libération du Cameroun. Vous vous en souvenez sans doute. Il y a une cellule dormante de cette rébellion là-bas qui attend seulement le moment venu pour agir. Oui. Donc, votre pays là, moi, je suis en train de regarder, je suis en train d'entrevoir le syndrome du Soudan dans ce pays. Si rien n'est fait, ce pays va basculer dans une instabilité qui n'a pas de nom. Ah oui, les gars. Bon, c'est ce que j'avais à dire concernant cette actualité, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir été patient à me suivre, à écouter cet exposé que vous avez sans doute trouvé majestueux. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Je continue à savourer mes vacances, mais si l'actualité l'exige, je pourrais venir vous entretenir sur cette dernière. Allez, ciao, ciao, au revoir.